Remercier l'amicale de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, l'amicale d'endocrinologie de Sfax et donc les laboratoires HECMA de nous donner cette occasion donc pour un peu débattre un peu les modalités de prise en charge, l'actualité de la prise en charge du diabète type 2 en 2022. Comme le titre l'indique, donc c'est un focus sur le diabète type 2, cette maladie finalement qui a plusieurs facettes, on va le voir à travers donc notre débat avec mes amis, professeur Leila Abid et professeur Soumaïa Aïch. Donc voilà, comme vous le savez très bien, que le diabète donc est une augmentation exponentielle de la prévalence du diabète et actuellement on compte plus de 460 millions parmi donc la population diabétique et que surtout on a une surmortalité inhérente à la maladie cardiovasculaire. Alors une nouvelle complication, comme vous pouvez le constater dans cette méta-analyse, c'est que l'insuffisance cardiaque, donc cette complication émergente qui a été longtemps méconnue par les cliniciens et qui a devancé un peu la scène par rapport aux maladies, donc à la maladie coronaire et donc aux accidents vasculaires cérébraux. Donc toutefois, donc la prise en charge finalement, quoi qu'elle est intensive via ces études donc interventionnelles, on arrive justement, comme vous devez le voir ici, que malgré un traitement intensif et une optimalisation du traitement antidiabétique, on n'arrive jamais quand même à diminuer le risque ou annuler le risque de survenue de complications cardiaques ou d'insuffisance cardiaque en particulier. Alors, cette très belle étude, bien qu'elle soit un peu ancienne, a démontré que justement, lorsque on a essayé de voir les facteurs qui peuvent intervenir dans la survenue de cette insuffisance cardiaque, vous voyez bien que l'hémoglobine glyquée est située en 5e position. Donc, juste avant, il y a la clairance donc de la créatine, la fonction rénale, l'inactivité physique et l'obésité qui sont bel et bien avant cette hémoglobine glyquée. Donc, pour vous dire que finalement, la prise en charge du diabétique ne s'arrête pas à l'homéostasie glucidique, mais c'est un ensemble donc d'anomalies donc cardio-métaboliques qu'on devrait confronter. D'où ce changement justement de paradigme dans la stratégie de prise en charge du diabétique type 2, d'une vision qui était glycocentrique vers des enjeux de prévention cardiovasculaire et rénale. Certes, le côté métabolique est très important, évidemment, donc optimaliser notre glycémie, c'est bien évident, mais aussi donc prendre en charge les effets pléiotropes actuellement. On va voir avec les nouvelles classes thérapeutiques que, alors le plus par rapport aux antidiabétiques anciens, c'est qu'il y a des effets donc bénéfiques extra glucidiques, c'est-à-dire qui vont améliorer le profil donc cardiovasculaire essentiellement et cardio-rénal en particulier pour nos patients diabétiques. Voilà donc, vous savez que depuis les recommandations de la FDA en 2008 qui annonce que une molécule antidiabétique en particulier ne devrait être mise sur le marché que lorsqu'elle prouve son innocuité cardiovasculaire. Vous voyez très bien donc la liste qui s'allonge des études et qui implique minimum donc 190 000 patients qui étaient impliqués dans ces études donc de façon séquentielle. Je cite à titre d'exemple l'étude donc ancestrale en matière de ces inhibiteurs de la SGLT2, donc qu'on va avoir un focus ce soir sur ces molécules-là, aussi les agonistes du récepteur GLP-1, l'étude LIDER qui a suivi l'étude en PAREC et puis d'autres études aussi en particulier s'intéressant à la dapagliflozine ou donc à la canagliflozine, l'étude Crédence aussi, donc on va détailler un peu ce soir. Juste pour vous dire que finalement ces études ont alimenté les recommandations donc en matière de diabète type 2 et vraiment ils ont fait un switch quant à la prise en charge de notre patient diabétique. Parce que si vous voyez bien, depuis les années 2016 jusqu'à les années donc 2019, on a petit à petit impliqué ces médicaments, ces nouvelles thérapies
dans la prise en charge. Alors, ces molécules, tenant compte de leur efficacité en matière donc cardiovasculaire et cardio-rénale, ils étaient petit à petit impliqués dans les recommandations et c'est à partir justement de 2019-2020 que ces molécules tiennent place donc inévitable ou incontournable dans la prise en charge de notre patient diabétique, surtout que cette approche actuellement est fortement impactée par les résultats d'essais, des essais de sécurité cardiovasculaire concernant les molécules antidiabétiques, avec en priorité justement la présence de complications cardiovasculaires et ou rénales qui va conditionner le choix du médicament en add-on de la metformine. Voilà donc on va justement, comme j'ai bien précisé, se focaliser ce soir sur les inhibiteurs de la SGLT2 et en particulier donc une molécule donc qui va nous intéresser ce soir, la dapagliflozine. Et donc, quelle est justement la place de ces molécules dans les recommandations de l'année donc 2022, la date 2022? Et comme vous pouvez le voir, là, pour simplifier, j'ai essayé de traduire un peu ces recommandations. Alors, en first line, c'est la metformine. Nous, les endocrinos, c'est l'unanimité, c'est vraiment incontournable pour cette molécule. Peut-être tout à l'heure, Leila Abid va être à l'encontre de cette idée parce que vous savez que la Société européenne de cardiologie a détrôné un peu la metformine en faveur de ces molécules toutes récentes. Les mesures génodiététiques, évidemment. Et systématiquement et surtout indépendamment de la valeur d'hémoglobine glyquée et de l'utilisation de la metformine, il faut chercher donc le terrain athéroscléreux ou le haut risque cardiovasculaire, en particulier la présence d'une insuffisance cardiaque ou d'une maladie donc rénale, donc l'insuffisance rénale chronique. Alors si oui, associé d'emblée, quelle que soit la valeur d'hémoglobine, même si le patient est dans les objectifs donc glycémiques. Alors si le terrain, là il y a plusieurs cas de figure, si le terrain est plutôt athéroscléreux, vous avez le choix entre les deux molécules, vous savez l'étude d'ITER, l'étude en PAREC, l'étude en PRICE, l'étude donc ainsi que d'autres études qui ont vraiment bien confirmé le rôle protecteur de ces nouvelles molécules. En présence d'une insuffisance cardiaque, c'est les inhibiteurs de la SGLT2 en premier, parce que ce sont ces molécules, on va voir tout à l'heure avec donc professeur Leila Abid, donc leur place en matière d'insuffisance cardiaque, même en dehors du diabète, et puis en présence d'insuffisance rénale, tout dépend de la clairance. Lorsque la clairance le permet, c'est vraiment les inhibiteurs, ou alors donc les agonistes GLP-1, tout dépend si on est en prévention primaire ou en prévention secondaire. Ça va être détaillé par mon ami tout à l'heure, donc professeur Yaïch. Alors, même en absence de ces complications, ces molécules toutes nouvelles ont une place quand même parce que notre hantise, nous, endocrinologues ou diabétologues, c'est diminuer le risque d'hypoglycémie chez le patient, notamment lorsqu'il y a un statut cardiovasculaire donc précaire. Alors, surtout promouvoir la perte pondérale aussi. Lorsqu'on a un objectif, donc un patient obèse, il faut vraiment favoriser ces molécules, donc ils ont toujours de la place. Sinon, si votre problème, c'est vraiment le coût, alors là, nous, on est dans un tiers-monde et puis parfois, on est confronté au problème du coût de ces médicaments. Là, à ce moment-là, il faut préconiser d'autres classes thérapeutiques. Alors, quel est le rationnel pour ces molécules toutes nouvelles? Ça, c'est l'octet du diabète type 2 qui a été donc inventé par le professeur Defranzo et qui a vraiment essayé de faire le lien entre tout ce qui est physiopathologie et l'impact donc du traitement. Donc, c'est un peu donc c'est la physiophathologie. Alors, justement, le rein est une nouvelle cible donc antidiabétique. Pourquoi? Parce que le rationnel, comme j'ai bien dit tout à l'heure, de ces inhibiteurs, lorsqu'on a fait une étude chez nos diabétiques type 2, on a remarqué qu'il y a une surexpression des récepteurs GLUT2, mais surtout c'est donc canaux SGLT2 qui sont surexprimés. Donc il y aura une réabsorption importante du glucose et du coup il y a donc une glucotoxicité et ce qui va aggraver aussi bien l'insulinorésistance que le déficit insulino-sécrétoire le long de l'histoire du diabète type 2. C'est pour ça que on a essayé vraiment de court-circuiter, si on
on veut, si on peut dire, cette surexpression. Et c'est d'où la naissance de ces inhibiteurs de la SGLT2. Alors, je rappelle un peu tout ce qui est physiologique. Pratiquement, vous savez très bien que pratiquement la totalité du glucose filtré réabsorbé dans le tubule proximal pas essentiellement par ces SGLT2, donc 90% donc de la quantité du glucose est réabsorbée par ces SGLT2 et que cette réabsorption donc se fait au niveau du tube proximal. Alors très peu par les SGLT1 et lorsqu'on inhibe ces SGLT2, les inhibiteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont justement inhiber cette réabsorption du glucose. Et donc, on aura une fuite importante du glucose. Et qui dit fuite importante du glucose, une glucosurie, donc une diurèse osmotique, donc une perte donc de la hydrique, c'est-à-dire relativement une baisse de la volémie, donc une décharge de l'organisme au niveau, en particulier au niveau cardiaque, et une perte de calories parce que ces glucosuries, c'est 4 kilocalories par gramme de glucose, et donc on aura moins de 250 kilocalories pour 65 grammes de glucose. Alors, du coup, vous avez deux implications, donc deux conséquences, si vous voulez, physiopathologiques. Un, la perte pondérale. Deux, donc la décharge volémique, donc l'hypovolémie. En particulier, ça va se traduire tout à l'heure. Donc, nos amis les cardiologues vont le confirmer par la baisse des chiffres tensionnels. Et voilà donc les différentes, les trois premières, si vous voulez, donc molécules d'IGLT2. Ici, ce sont les propriétés donc pharmacologiques. Et donc ce soir, on va donc zoomer sur la dapagliflozine. Et voilà, donc cette dapagliflozine, tout comme les autres inhibiteurs de la SGLT2, est passé par vraiment un programme de développement clinique donc très étendu pour pouvoir vraiment confirmer son efficacité. Non seulement ça, ses effets pléiotropes, outre l'effet donc sur l'homéostasie glucidique, mais surtout aussi l'innocuité de ces molécules est très importante. Tout d'abord, les effets sur la glycémie. Alors ces études, donc je vais pas les détailler, sinon on va passer la soirée ici. Alors là, en monothérapie, ces molécules, alors en comparaison avec la canaolampa, donc à peu près c'est une baisse de 0,5 à 0,7%, donc et les doses dépendantes évidemment pour ces molécules. La glycémie à jeun aussi, il y a une diminution de environ 0,3 grammes par litre et aussi la glycémie postprandiale, tout comme donc les autres inhibiteurs de la SGLT2. Alors, je vais détailler quelques études qui vont donc retracer un peu l'histoire naturelle du diabète pour dire que cette molécule peut être prescrite le long de l'histoire naturelle donc du diabète. Et comme vous voyez ici, cette très belle méta-analyse qui a confirmé que ce soit en monothérapie, que ce soit additionné ou associé à la metformine, au sulfamide ou donc à une trithérapie ou même à l'insulinothérapie. Donc, vous avez donc une diminution substantielle de l'hémoglobine glyquée qui peut aller jusqu'à 0,96%, ce qui est donc énorme, ce qui est bénéfique pour notre patient diabétique. Alors, on a de la metformine puisque notre patient diabétique, donc en première ligne, c'est la metformine. Donc, on a confirmé cet effet synergique comme ça a été prouvé par cette étude. Et voilà, donc je vous rapporte cette étude très importante qui a été publiée en 2012 et qui a confirmé que en plus de la metformine, on a une action synergique, mais surtout la persistance, cette diminution de l'hémoglobine glyquée était soutenue dans le temps lorsqu'on a suivi les patients durant 102 semaines, donc toujours sous metformine associée à la DAPA versus donc placebo. Vous voyez très bien qu'on a donc toujours ce gain en matière d'hémoglobine glyquée. En matière aussi de l'insulinothérapie, de l'association à l'insulinothérapie, vous voyez très bien que associé à l'insulinothérapie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une baisse de 0,96% en matière d'hémoglobine glyquée et surtout donc cette baisse de l'hémoglobine glyquée était soutenue aussi comme on a dit tout à l'heure dans cette étude et surtout ça nous a permis donc à travers cette étude d'avoir deux conclusions.
la première conclusion, donc comme vous pouvez le voir à 24 semaines, ça c'est le bras d'APA plus metformine associé à l'insulinothérapie, parce que c'est une population qui était déjà insulinée sous forte dose d'insulinothérapie, donc à la dose de 77 unités par jour, et que associé à cette forte dose d'insulinothérapie, vous voyez très bien qu'on était obligé de diminuer les doses d'insuline, donc versus une augmentation donc de l'insulinothérapie, de la dose d'insulinothérapie dans le bras placebo. Donc alors, deux choses en sortent de cette étude. La première, c'est que associé à l'insulinothérapie ou au sulfamide d'ailleurs, il faut diminuer les doses, parce qu'il y a donc un surrisque d'hypoglycémie. La deuxième chose, c'est que associé à l'insuthérapie, on peut donc être plus modéré en matière de dose, donc en matière d'insulinérésistance et d'hyperinsulinisme exogène. Vous savez très bien les complications d'un hyperinsulinisme induit et son impact sur le plan cardiovasculaire et sur le plan néoplasique, etc., etc. Voilà, donc ça c'était pour les effets donc métaboliques sur l'homéostasie glucidique, sur les comorbidités aussi, sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Parallèlement justement à l'action de ces inhibiteurs, en particulier la dapagliflozine dans l'histoire naturelle du diabète, il y a un parallélisme, comme vous le savez très bien, avec le continuum cardiovasculaire et cardio-rénal, et que alors notre grand challenge lorsqu'on prend en charge un traitement un patient diabétique, c'est que baisser l'hémoglobine, oui, mais alors au prix parfois d'une hypoglycémie ou d'une prise pondérale. Justement, ces inhibiteurs de la SGLT2, ces glyphosine, ont donc le grand intérêt ici, c'est que on va voir très peu de risque d'hypoglycémie et surtout plutôt une perte pondérale. Et vous savez très bien l'effet de la perte pondérale sur donc le pronostic cardiovasculaire et rénal, donc mais aussi métabolique. Alors voilà, donc associé à toute thérapie, évidemment, donc que ce soit en monothérapie ou associé à la metformine, au sulfamide, même au sulfamide et même avec donc l'insulinothérapie, on a toujours ce gain en matière de perte pondérale. Et ça, c'est très important. Là, donc moins 1,6 kg jusqu'à 3 kg donc de perte pondérale lorsque vous prenez donc ces glyphosines. Un fait très important, là je reviens à cette étude que j'ai détaillée tout à l'heure, avec les fortes doses d'insuline. Malgré les fortes doses d'insuline, vous voyez très bien que la différence entre le groupe insulinotraité est associé à DAPA versus insuline placebo, quand même, on a toujours une perte pondérale et soutenue dans le temps, donc ça rejoint les autres paramètres, ça c'est très important. Alors, l'innocuité, justement là, les hypoglycémies majeures, on est d'accord, il n'y a pas d'hypoglycémie majeure. Et par contre, dans les différentes études, lorsque c'est associé à un sulfamide ou à l'insulinothérapie, là, on peut avoir donc majoré le surrisque d'hypoglycémie. Donc, il faut toujours diminuer les doses d'insuline ou de sulfamide lorsque c'est associé à la dapagliflozine. Alors, outre ces effets métaboliques, les inhibiteurs de la GTD, en particulier la DAPA, peut moduler les facteurs de risque cardiovasculaire. Tout à l'heure, professeur Abid Leila va vous parler plus en détail. Et parallèlement à l'évolution de la maladie diabétique, on a aussi le continuum cardiovasculaire. Et comme on va le voir, si on peut dérouler un peu ou défiler un peu ce continuum, vous pouvez voir. Donc, on a dit que le long de la maladie diabétique, cette dapagliflozine pourrait donc agir en modulant les facteurs métaboliques, la diminution de l'hémoglobine glyquée et essentiellement aussi de la glycémie à jeun, de la glycémie postprandiale et surtout la perte pondérale, mais aussi elle peut moduler les paramètres lipidiques. C'est vrai qu'il y a une petite augmentation du LDL de 10%, mais aussi il y a une augmentation du bon cholestérol, le HDL cholestérol, et surtout une diminution du taux des triglycérides. Vous savez très bien qu'un patient diabétique, la dyslipidémie hétérogène, c'est plutôt une hypertriglycéridémie avec baisse du HDL, cholestérol, le LDL, donc, est modérément augmenté.
Voilà donc les effets, tout ce qui est métabolique. Donc, c'est résumé sur cette diapo. Alors, l'effet sur la volémie et surtout, donc, l'effet hémodynamique. Donc, ça va être détaillé tout à l'heure par nos amis cardiologues. Et j'ai voulu insister sur un peu le switch énergétique qui est entraîné par ces molécules, donc toutes nouvelles, parce que lorsque vous êtes en présence d'un diabétique type 2 obèse et qui a déjà fait des complications, surtout une insuffisance cardiaque ou une insuffisance rénale, ce patient, il est dans une situation d'un excès énergétique, d'une balance énergétique positive. Et du coup, les voies qui vont être qui vont être mobilisées, c'est les voies qui sont dictées finalement par cette balance énergétique, par ce surplus d'énergie. Ce sont les voies pro-inflammatoires, pro-oxydatives, la voie A4 et la voie mTOR. Et justement, voilà, donc c'est l'état pro-oxydant, pro-inflammatoire, et qui va donc aggraver très rapidement une cardiomyopathie ou une néphropathie. Donc, ça va gêner beaucoup les organes nobles, en particulier le cœur et le rein. En prescrivant ces glyphlosines, alors on va inhiber ces signaux donc pro-oxydatifs et on va faire un switch énergétique intracellulaire, en particulier intramyocardique ou intrarénal, pour libérer les voies qui sont plutôt protectrices et qui vont ralentir l'évolution ou le développement. Vous allez voir tout à l'heure l'impact donc cardiovasculaire et rénal à travers les études. Voilà un peu schématiquement ce qui se passe lorsqu'on met un patient diabétique sous inhibiteur de la SGLT2. Ça, c'est un corps normal. Ça, c'est un cœur défaillant ou avec une glucotoxicité chez un diabétique très importante, donc consomme beaucoup du glucose qui est toxique pour le cœur, donc il va générer une nécrose. Alors, en éliminant justement l'excès donc de ce glucose par le rein, on va faire donc le cœur un switch énergétique, c'est-à-dire mettre donc le cœur dans une situation économique d'épargne énergétique. Donc, il va être plus à l'aise dans son fonctionnement, si on peut le dire. Voilà, il va au lieu du glucose, il va donc il va avoir comme substrat énergétique les corps cétoniques. Justement, d'où viennent ces corps cétoniques? Ah, la diapo est sautée apparemment. Ah ben, je l'ai dit oralement, hein, c'est tout, c'est dommage. Hein. Alors, justement, alors comment ça va se faire, cette switch vers la voie cétogénique? Parce que les inhibiteurs de la SGLT2, alors la première conséquence hormonale, c'est la diminution de l'insulinosécrétion et donc le rapport insuline-glucagon donc va diminuer. Et comme vous le savez très bien, il y aura par conséquent une libération de la lipolyse suite à cette diminution de l'insuliноsécrétion et il y aura un afflux d'acides gras très important au niveau donc hépatique en particulier et il y aura qui vont vraiment suivre la voie de la cétogénèse. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cycle de Krebs est bloqué à cause de à cause du déficit en insulinosécrétion relative, bien qu'il soit relatif. Et c'est pour ça que le rapport ATP sur oxygène va être augmenté et donc le cœur va pouvoir, tout comme le rein, tout comme le foie, tout comme tous les organes, donc en particulier nobles, vont pouvoir fonctionner de façon plus à l'aise en consommant plus ATP et en consommant moins d'oxygène. Donc ça va se traduire par une amélioration d'un dysfonctionnement myocardique ou rénal. Voilà. Maintenant, la sécurité cardio, je finis d'ailleurs la dernière partie. Donc, c'est la sécurité d'utilisation de ces molécules. La dapagliflozine, donc la grande étude qui a vraiment lancé cette de sécurité cardiovasculaire, qui a lancé cette molécule, qui a été publiée en New England Journal of Medicine en 2019. Ça va être détaillé par mon ami Leila Abid en matière de diabète type 2. Donc, plusieurs pays ont participé à cette étude. Elle a impliqué 17 000 patients, 33 pays, donc ce qui est énorme. Et voilà donc les caractéristiques globales de la population. Donc, l'âge moyen, c'est 64 ans. Je vais faciliter la tâche à Leila peut-être. La durée du moyen de diabète, donc on est au cœur de la maladie diabétique. C'est 11 ans d'évolution quand même, avec des hémoglobines glyquées aux alentours de 8%. Et la fonction donc rénale et donc la clairance est évaluée à 80 en moyenne.
mais il y a donc un sous-groupe avec insuffisance rénale. Voilà donc la batterie des médicaments qui étaient associés donc à la dapagliflozine au sein de cette étude dont les résultats vont être bien détaillés tout à l'heure. Évidemment, ce sont des patients avec à très haut risque cardiovasculaire, mais en prévention primaire, qui n'ont pas encore développé l'accident cardiovasculaire, ou alors des patients ayant déjà eu une maladie donc cardiovasculaire. Donc il y a donc les deux donc contingents prévention primaire et prévention secondaire. Voilà, donc ça se confirme ce qu'on a dit tout à l'heure avec la grande étude de lancement de cette molécule que l'hémoglobine glyquée donc a baissé de façon soutenue le long de l'étude et que le poids surtout donc j'assiste là-dessus et là diminué le long de cette étude. Alors deux mots sur les effets justement secondaires. Vous savez qu'on a, voilà les hypoglycémies. Les hypoglycémies, vous allez me dire pourquoi c'est significatif. C'est vrai qu'il y a des événements majeurs chez certains patients parce qu'en revoyant la population de base, c'était une population, je vous ai dit, 11 ans d'évolution de la maladie diabétique en moyenne. Donc, beaucoup de malades étaient sous insulinothérapie et beaucoup de malades étaient sous sulfamide. C'est pour ça qu'il y a eu majoration donc de ces hypoglycémies. Alors, la cétose euglycémique qui est inhérente à ces molécules et c'est mécanistique, ça s'explique bien parce que c'est la voie de la cétogénèse, comme on l'a dit, qui est emballée lorsqu'on utilise ces inhibiteurs de la SGLT2 et comme vous le voyez, donc c'était significatif. Ça, c'est attendu, mais donc c'est une cétose banale. On a longtemps aussi attribué l'amputation et la fracture, le risque fracturaire avec ces molécules, mais c'était surtout avec la cana. Alors ça, ni l'AMPA ni la DAPA, on n'a pas eu donc de résultats significatifs. L'aggravation de la fonction rénale non plus. Si ce n'était que un petit déclin de façon donc transitoire, mais par contre les infections génitales, aussi bien chez l'homme que surtout chez les femmes, hein, donc c'était fortement significatif dans toutes les études. Hein, ça mais c'est des infections qui sont banales, il n'y a pas donc d'infections graves et facilement curables. Alors les infections urinaires donc n'étaient pas par contre significatives, ça c'est un bon signe. Alors le cancer de la vessie, c'est vrai, les résultats c'était significatifs et c'est pas dans cette étude seulement. Il y a d'autres études aussi qui ont confirmé avec les autres donc inhibiteurs de la SGLT2. Alors la problématique est la suivante, c'est que le fait d'être très attentionné donc aux signes urinaires, donc on a dépisté, peut-être c'est une erreur, c'est une surestimation par donc la recherche donc très approfondie de ce cancer de la vessie qui en sort dans cette étude. Alors justement, la FDA a essayé d'innocenter ou réclamer donc qu'on innocente cette molécule contre ce cancer donc de la vessie et donc des méta-analyses ont été faites après cette étude et qui ont vraiment infirmé donc l'association significative par rapport donc au cancer donc de la vessie. Alors pour les autres cancers, c'était pas c'était complètement innocenté. Voilà donc voilà ça c'est une diapo qui voilà on va continuer. Je pense que je vais passer la parole à mon ami Lélabide. Donc il va continuer. On va continuer à parler de ce continuum cardiovasculaire. Je vous rappelle que ça retrace exactement le continuum d'alliance que j'ai eu pendant des années avec mon ami Lélabide et avec les sociétés d'endocrinologie, de cardiologie. Voilà. Il y a aussi donc Soumaïa qui est souriante et qui va nous rejoindre tout à l'heure et et va se greffer dans ce continuum exactement. Donc et vous allez voir qu'elle va être la plus forte finalement. Voilà Leïla, donc à toi la parole.